Dans la chambre silencieuse, où l'air était lourd de l'odeur des herbes médicinales et d'une faim imminente, la voix du chef Okoye, bien que faible, portait le poids d'une montagne. Tenant la main de sa fille, Aylara, il la regarda avec des yeux qui voyaient à la fois le passé et l'avenir. « Ma fille », murmura-t-il, chaque mot étant un effort. L'argent a la capacité d'empoisonner l'âme d'un homme. La famille Adewusi n'est plus la même. Avant d'unir nos noms et nos empires, tu dois découvrir le véritable caractère de l'homme que tu vas épouser. Il serra sa main. Va le trouver non pas en tant qu'Aylara Okoye, l'héritière, mais comme une étrangère. Découvre si le garçon que j'ai connu vit encore sous l'armure de la richesse. C'est mon dernier vœu. Pour Aylara, ces mots transformèrent des fiançailles en une mission sacrée, un test final dont le résultat pesait plus lourd que n'importe quel contrat. Le lendemain, Aylara se dépouilla de son identité comme on change de vêtements. Les robes de soie furent remplacées par un simple tissu de coton. Les diamants firent place à l'absence de bijoux et son nom fut laissé derrière, enfermé aux portes de son manoir. Dans son cœur, une bataille faisait rage entre la loyauté envers son père et le souvenir affectueux du Tunde de son enfance, le garçon avec qui elle avait partagé des mangues sous un arbre et qui lui avait promis le monde avec un bracelet d'herbes tressées. Elle se rendit en ville, un lieu de béton et d'ambition, où Tunde régnait désormais, et se mêla à la foule anonyme devant le gratte-ciel de verre qui abritait l'empire Adewusi. Elle était là, une princesse déguisée en roturière, priant pour que l'homme qu'elle trouverait soit digne du garçon qu'elle avait un jour aimé. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Les portes vitrées de l'édifice s'ouvrirent et en émergea Tunde Adewusi, non pas comme un homme, mais comme un événement. Il se déplaçait avec une hâte arrogante, flanqué d'assistants qui peinaient à suivre son rythme, le visage un masque d'impatience et de pouvoir. Le garçon au sourire facile qui vivait dans les souvenirs d'Aylara avait été remplacé par cet étranger en costume coûteux, dont les yeux balayaient le monde comme si tout était sa propriété ou un obstacle sur son chemin. En tentant de traverser le trottoir, Aylara fut bousculée par le petit cortège et finit par le heurter, un contact minime mais suffisant pour briser la bulle de son importance. Il la toisa, le visage se tordant en une grimace de dégoût. « Vous ne voyez donc rien? Savez-vous le prix de ce que vous portez? Certainement plus que ce que toute votre famille gagne en un an. » Aylara baissa la tête, le cœur battant la chamade, et joua le rôle qu'elle était venue jouer. « Pardon, monsieur. » C'était involontaire. Sa voix sortit comme un murmure soumis. Peut-être que son humilité l'enragea encore plus, ou peut-être avait-il simplement besoin d'une cible pour le stress de sa journée. D'un geste rapide et irréfléchi, nourri par des années de pouvoir incontesté, il leva la main et lui asséna une gifle au visage. Le son claqua dans l'air, aigu et choquant, faisant taire un instant le bruit de la rue. Pour Aylara, la douleur physique fut une braise fugace, instantanément engloutie par un incendie de désolation. Cette gifle n'avait pas seulement atteint sa peau, elle avait frappé le souvenir d'un garçon, l'espoir de son père et l'avenir de sa famille. À cet instant, le test était terminé, et Tunde Adewusi avait échoué de manière spectaculaire et irrévocable. Tunde ne lui accorda pas un second regard. Pour lui, elle avait déjà disparu, un insecte insignifiant, écrasé sous le poids de sa propre importance. Il ajusta son col, lança un regard méprisant à la petite foule qui s'était arrêtée pour observer et continua son chemin, suivi par son cortège silencieux. Il n'enregistra même pas le visage de la femme qui l'avait agressé. Dans son esprit, elle était déjà moins qu'un souvenir. Aylara, quant à elle, resta immobile, une statue de douleur au milieu du flot indifférent de la ville. La brûlure sur sa joue était un phare, la guidant à travers un brouillard de choc et de tristesse. Elle ne pleura pas. Les larmes sont pour la perte de quelque chose qu'on espérait avoir. Mais la femme qui se tenait là ne ressentait que le vide laissé par un fantôme. La mission de son père était accomplie. Elle avait sa réponse. Et c'était une réponse qui brisait le cœur. Le long voyage de retour se fit dans un silence sépulcral. Le luxe de la voiture, le velours des sièges, le paysage verdoyant qui défilait par la fenêtre, rien ne parvenait à percer la froideur qui s'était installée dans son âme. Elle entra dans la chambre de son père, où il l'attendait, les yeux anxieux fixés sur la porte. Il n'eut pas besoin de mots. Il vit la marque rouge presque imperceptible sur son visage, mais plus important encore, il vit la désolation dans son regard, l'absence de cette étincelle d'espoir qu'elle portait en
partant. « Ma fille » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Une seule larme, la première et unique, coula sur le visage d'Aylara. « Le garçon que tu as connu n'était pas là, papa, » répondit-elle, la voix basse et ferme. « Je n'ai trouvé que le roi arrogant qui siège sur son trône. » À ce moment, tous deux sûrs. Le dîner de célébration prévu pour la fin de semaine ne serait plus une fête, mais un tribunal. Le soir du dîner arriva et le manoir Okoye était plongé dans une élégance solennelle. L'air ne vibrait pas de la joie d'une célébration, mais de la quiétude pesante d'un jugement sur le point de commencer. Tunde Adewusi arriva avec sa famille, exhalant la confiance d'un conquérant. Dans son esprit, ce dîner était la dernière formalité avant la fusion qui solidifierait sa domination dans le monde des affaires. Il salua le chef Okoye, qui le reçut avec une courtoisie glaciale et remarqua l'absence de sa fiancée. « Où est Aylara, impatiente de ne pas me voir ?» plaisanta-t-il, sans percevoir l'amère vérité de ses paroles. Le chef Okoye garda son sang-froid. « Aylara se prépare. Elle tiendra à se joindre à nous pour l'annonce. » Tunde sourit, inconscient. L'architecte de sa propre ruine, trinquant à un avenir qu'il avait déjà assassiné. Quand les invités s'assirent à table, les portes du grand salon s'ouvrirent. Aylara entra, et sa présence fit taire toutes les conversations. Elle n'était plus la femme simple et effrayée du marché. Elle était vêtue, d'une tenue qui parlait de pouvoir et de tradition, les cheveux élégamment coiffés, le visage maquillé de manière à rehausser la dignité royale qui était son droit de naissance. Et sur son visage, il y avait encore l'ombre presque imperceptible de la marque d'une main. Tunde la regarda, le sourire d'un fiancé fier aux lèvres, mais son sourire se figea. Son cerveau peinait à connecter l'impossible. Le visage de sa fiancée, l'héritière d'un empire, était le même que celui de la femme, insignifiante qu'il avait agressée. Le sang quitta son visage. Le monde bascula sur son axe. Et de l'autre côté de la table, le regard froid et silencieusement déçu du chef Okoye croisa le sien. Un verdict rendu sans un seul mot. Le reste du dîner fut une torture silencieuse, chaque tintement de couvert sonnant comme un coup de marteau sur la conscience de Tunde. Abasourdi, il suivit Aylara jusqu'au balcon, où l'air nocturne et le parfum des fleurs du jardin contrastaient avec le poison qu'il sentait dans ses veines. Il se mit à bégayer un torrent d'excuses désespérées et insensées. « Aylara, je le jure, je ne savais pas que c'était toi. La pression, les affaires, cet homme dans la rue, ce n'était pas moi. » Elle l'écouta en silence, le visage impassible, jusqu'à ce qu'il se taise enfin, épuisé. Alors elle parla. Sa voix ne contenait pas de colère, seulement le poids d'une vérité écrasante. « Mon père ne m'a pas demandé de trouver le PDG d'Adewusi Enterprises. Il voulait savoir si le garçon qu'il avait un jour charmé, le garçon au bon cœur, existait encore. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il vit le reflet du monstre qu'il était devenu. « Tu lui as donné la réponse, Tunde. » Et avec elle, toutes les autres questions se sont tues. La justice, pour Tunde, ne fut pas une tempête lointaine, mais un éclair qui s'abattit sur sa tête le lendemain matin. Un communiqué officiel, froid et impersonnel, fut publié par les industries Okoye, annonçant l'annulation immédiate et irrévocable de tous les projets de fusion avec les entreprises Adewusi, citant des divergences fondamentales de valeurs et d'éthique. Ce que le marché ignorait, mais que Tunde savait très bien, c'est que son entreprise, endettée et surendettée, dépendait de cet accord comme un homme qui se noie dépend d'une bouée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les investisseurs s'enfuirent, les créanciers paniquèrent, et l'empire que son père avait bâti et qu'il avait étendu avec une ambition aveugle commença à s'effondrer en quelques heures. De son bureau au sommet du monde, Tunde assista, impuissant, à la réduction en cendres de tout ce pourquoi il avait vécu, une conséquence directe et brutale de sa propre et arrogante faille de caractère. Dans les mois qui suivirent, Tunde Adewusi apprit la dure leçon que le silence enseigne au roi déchu. Dépouillé de son empire, de ses amis flatteurs et de son statut, il se retrouva confiné dans un petit appartement, où l'écho de ses propres regrets était sa seule compagnie. La colère initiale, une tempête d'apitoiement sur soi où il accusait le monde de sa chute, laissa progressivement place à un vide désolant. Et c'est dans ce vide, libéré des distractions du pouvoir et de la richesse, qu'il fut forcé de se regarder dans le miroir et de voir, pour la première fois, le visage de l'étranger qu'il était devenu.
Le souvenir de la gifle n'était plus une erreur, mais le symptôme d'une maladie morale qui avait rongé son âme. Il comprit enfin qu'il n'avait pas perdu sa fortune à cause d'un accord rompu. Il l'avait perdue au moment où il avait troqué la compassion contre l'arrogance. L'épiphanie, douloureuse et crue, ne le paralysa pas, mais le poussa à l'action. Il réalisa que la rédemption ne se trouverait pas en essayant de reconstruire son empire de verre, mais en démantelant les derniers vestiges de son ancien moi. Avec une détermination froide, Tunde liquida tout ce qui lui restait de valeur personnelle. L'entreprise de customisation de voitures de luxe, qui avait été sa plus grande fierté, fut la première à être vendue. Suivirent les montres, les œuvres d'art, la maison de plage. Chaque vente était un acte symbolique de renonciation, une façon de brûler les ponts qui le reliaient à l'homme qu'il méprisait. Ce n'était plus un jeu sur le fait de gagner ou de perdre de l'argent, c'était un pèlerinage en quête de sa propre âme. Et il savait que ce voyage devrait commencer au seul endroit qui contenait encore le souvenir de qui il aurait dû être, le village de son enfance. Tunde retourna à la poussière rouge du village de son enfance, non comme un roi retournant dans son domaine, mais comme un pèlerin pénitent. Le lieu, autrefois vibrant dans ses souvenirs, montrait maintenant les cicatrices du temps et de la négligence. Avec les fonds qu'il avait levés de la vente de son ancienne vie, il ne fit pas de dons à distance. Il se plongea dans le travail. Des camions de ciment et de bois arrivèrent, et Tunde, troquant ses chaussures de marque contre des bottes de travail, devint une présence constante et silencieuse parmi les villageois. Il finança la construction d'une nouvelle école, le forage de puits, qui apportèrent de l'eau potable pour la première fois depuis des années, et la rénovation du petit centre communautaire. Et sur chacun de ces projets, la plaque d'inauguration ne portait pas son nom. À la place, en lettres gravées, on pouvait lire « 1. Hommage à l'esprit généreux du chef Okoye et de sa famille pour que cette communauté puisse s'épanouir. » Les nouvelles de la transformation du village voyagèrent plus vite que le vent, parvenant aux oreilles d'Aylara par des lettres et des appels de vieux amis. Au début, elle n'y crut pas. Cela ressemblait à une ruse, une manœuvre de relations publiques d'un homme désespéré de reconquérir le pouvoir. Mais les récits continuaient d'affluer, décrivant non pas un PDG supervisant un chantier, mais un homme qui travaillait sous le soleil, qui partageait ses repas avec les maçons, qui ne demandait rien en retour et qui déviait tous les remerciements vers le nom de sa famille. L'image était si incongrue avec le monstre qu'elle avait connu qu'Aylara se sentit profondément ébranlée. Le mur de juste colère qu'elle avait construit autour de son cœur commença à se fissurer, et à travers ces fissures, une lumière confuse et hésitante de curiosité commença à pénétrer. Un après-midi, alors qu'Aylara lisait pour son père, elle lui parla de l'inauguration de la nouvelle école du village, avec son nom gravé sur une plaque de bronze. Le chef Okoye, qui avait écouté les récits en silence pendant des semaines, rompit enfin son silence. Il regarda sa fille, ses yeux fatigués brillant maintenant d'une profonde sagesse. Un homme qui perd son empire et essaie de le reconstruire n'est qu'un sot orgueilleux, dit-il, la voix faible, mais résonnant de clarté. Mais un homme qui utilise les cendres de son propre empire pour réchauffer les autres, pour corriger une erreur morale, sans chercher la gloire, voilà un homme de vraie valeur. Il marqua une pause, serrant sa main. Aylara, l'honneur de notre famille a été restauré par cet acte. De ma part, il est pardonné. Maintenant, la seule blessure qui reste est celle de ton cœur, et seul toi as le pouvoir de la guérir. Les mots de son père furent la clé qui déverrouilla la dernière porte de l'âme d'Aylara. La permission de pardonner, accordée par l'homme qui avait été le plus blessé, la libéra. La même semaine, elle fit le voyage de retour au village. Cette fois, ce n'était pas un voyage de déguisement et de peur, mais un pèlerinage en quête de vérité. À son arrivée, l'endroit était presque méconnaissable. Là où il y avait de la poussière et de la résignation, il y avait maintenant le rire des enfants courant vers la nouvelle école, le bruit de l'eau propre jaillissant d'un puits fraîchement creusé, et une atmosphère d'espoir renouvelé qui était presque palpable. Elle vit la plaque avec le nom de son père et sentit une vague d'émotion. Tout cela était réel. Et maintenant, elle devait trouver l'homme derrière cette transformation. Elle le trouva près du nouveau puits, non pas en train de superviser, mais de travailler. Il était couvert de terre et de sueur, les épaules courbées par la fatigue, aidant à poser les dernières briques d'un petit mur de soutènement. Les mains qui s'étaient un jour levées contre elle étaient maintenant calleuses et marquées par un travail honnête.
Aylara s'arrêta, l'observant à distance, et son cœur se déchira. Ce n'était pas le monstre arrogant de la ville, ni le garçon souriant de ses souvenirs. C'était un troisième homme, un étranger forgé dans le feu de l'humilité et du repentir. Finalement, il sentit son regard, leva la tête, et leurs yeux se croisèrent à travers la cour poussiéreuse. Il ne sourit pas, ni ne courut vers elle. Il posa simplement ses outils lentement, le corps tendu, comme un homme qui sait qu'il n'a le droit de n'attendre rien d'autre que le jugement. Aylara marcha vers lui, chaque pas une décision consciente. Les autres travailleurs, sentant l'électricité dans l'air, s'éloignèrent discrètement, les laissant dans une bulle de silence. Ce fut lui qui parla le premier, la voix rauque, les yeux fixés sur le sol devant elle, incapable d'affronter son visage. « Je sais que des excuses ne signifient rien, » commença-t-il. « Je n'ai pas fait ça, pour toi ni pour ton père. Je l'ai fait parce que je devais réparer ce que j'avais brisé. » Il leva enfin les yeux, et elle vit une douleur honnête en eux, en commençant par moi-même. Puis, il plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit et d'un peu écrasé. Un vieux bracelet fait d'herbes séchées, le même qu'il lui avait donné sous le manguier tant d'années auparavant. Il le lui tendit, non comme une offrande, mais comme une confession. Des larmes silencieuses, qu'elle ne savait pas encore posséder, commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle regardait le simple bracelet dans sa main calleuse. Dans ce petit objet, elle vit toute l'histoire, l'innocence perdue, l'arrogance douloureuse et enfin l'humilité retrouvée. L'homme devant elle n'était plus un roi déchu ni un garçon perdu, il était l'union des deux, un homme qui avait eu le courage de descendre dans l'enfer de son propre caractère pour en sauver la meilleure partie. Lentement, Aylara tendit la main et prit le bracelet, ses doigts effleurant les siens. Il leva les yeux surpris et rencontra son regard maintenant rempli non pas de jugement, mais d'une profonde compassion. « Le garçon que mon père cherchait », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois qu'il a enfin retrouvé le chemin de la maison. » Leur mariage n'eut pas lieu dans une salle opulente, en présence de l'élite des affaires. Il eut lieu là, dans le village renaissant, sous les branches du même manguier, où le premier bracelet d'herbe avait été fait. La cérémonie fut simple, en présence des villageois reconnaissants et d'un chef Okoye fragile, mais au sourire serein, qui assistait depuis une chaise d'honneur. Il n'y eut pas d'échange d'actions ni de signature de contrat, seulement l'échange de vœux sincères. Ce n'était plus l'union de deux des plus grandes fortunes du pays, mais l'union de deux âmes qui avaient été brisées et reconstruites. Ils ne s'unissaient pas pour bâtir un empire de pouvoir, mais un avenir de sens, fondé non sur la richesse que l'on peut accumuler, mais sur la valeur que l'on ne peut trouver qu'en se dépouillant de tout. Ils ne retournèrent jamais dans le monde des gratte-ciel et des salles de conseil. Leur vie devint le village et leur travail, le bien-être de son peuple. L'histoire de Tunde Adewusi devint une légende racontée aux enfants, non comme un conte de richesse et de pouvoir, mais comme une leçon sur la nature de la vraie force. On y enseignait qu'un homme ne se mesure pas à la hauteur qu'il atteint, mais à la profondeur de sa chute et au courage avec lequel il se relève. Il dut perdre un empire pour trouver un but. Il dut devenir un serviteur pour apprendre à être un leader. Et ainsi, l'amour d'Aylara et Tunde, forgé dans le feu de la déception et renaissant dans l'humilité du pardon, devint le plus grand héritage de leur famille, un témoignage éternel que la plus grande richesse qu'un être humain puisse posséder n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il devient après avoir tout perdu.